Merci. Donc, écoutez, bon, on m'a demandé de parler donc au nom de la Société marocaine de gastroentérologie et nutrition pédiatrique d'un cas qu'on rencontre en pédiatrie pratique, qui est l'élevation persistante des transaminases chez l'enfant. Et donc cette situation, elle est quand même assez fréquente puisqu'elle représente 12% des cas de la population générale. Et il faut savoir que les transaminases, ce sont des enzymes majeures de la cytolyse hépatique. On en a deux types. Donc on a les les alates, donc qui sont essentiellement d'origine hépatique, et on a les azates qui sont d'origine foie, mais aussi cœur, muscles squelettiques, reins, pancréas et poumons. Il faut savoir que dans la cytolyse chronique, on en parle et elle est définie lorsqu'on a deux taux de transaminase qui sont élevés à intervalle de 6 mois. Cette situation, elle reste quand même, comme on a dit, à 1/8 des cas, puisque dans 30% des cas, vous pouvez avoir des transaminases qui vont être élevées et persistantes pendant une certaine période de 3, 4, 5 mois, et puis qui vont se diminuer ou se normaliser par la suite. C'est le cas des infections à entérovirus en général. Ça bloque. Wildy, ça bloque. C'est bon. Alors, c'est bon. Oui, voilà. Alors, pour les valeurs normales, donc quand est-ce qu'on va parler d'élevation ou pas? Les valeurs dépendent du laboratoire. Donc, quand on demande un taux ou un dosage de transaminase, le laboratoire va nous donner une valeur et puis deux marges. D'accord? Donc, la marge, c'est une valeur, la limite inférieure et la limite supérieure normale. On prendra la limite normale supérieure qu'on va multiplier, bien sûr, selon la valeur qu'on a. Et on peut parler d'élévation de transaminase à partir de 2 fois la normale, la valeur supérieure de la normale. Et on considère essentiellement, on considère surtout les alates, qu'on regardera plus que par rapport aux azates, étant donné leur origine. Il ne faut jamais banaliser une augmentation, même modérée, des transaminases. D'accord? Donc, quand on trouve des valeurs à 2 ou à 3 fois la normale, il faut pas se dire, oui, c'est normal, ça va passer. Il faut surveiller, resurveiller, parce que ça peut être le début de quelque chose, d'une histoire qui est beaucoup plus grave ou beaucoup plus sérieuse. Il faut savoir que la concentration sérique des transaminases et le stigmate de la nécrose hépatocellulaire, mais cela ne reflète pas du tout la sévérité de cette nécrose. Et bien sûr, il faut connaître les pièges. Quand on a une élévation de transaminase, il faut, par l'interrogatoire, par l'examen clinique, des fois par un bilan biologique, essayer d'éliminer les situations d'hémolyse, de stase veineuse, d'exercice physique, d'atteinte musculaire ou de prise de médicaments qui pourraient éventuellement fausser l'interprétation de ces transaminases. Alors, pour classer, donc pour être un peu clair dans cet organigramme qu'on a choisi, donc on s'est référé également à ce qui se fait au niveau du groupe francophone de gastroentérologie et pathologie français. Et donc là, on classe selon l'intensité de la cytolyse. On considère on a une augmentation modérée et persistante des transaminases lorsqu'on a un taux d'alate qui est inférieur à 10 fois la normale, c'est-à-dire la valeur supérieure du laboratoire, et c'est une cytolyse qui est importante lorsque vous avez des alates qui sont supérieures à 10 fois la normale. Et à chaque fois que vous avez bien sûr ces alates qui sont très élevées, il faudra toujours essayer de voir par rapport aux lésions de nécrose hépatocellulaire si elle est massive ou pas, rechercher est-ce qu'il y a une urgence de défaillance hépatocellulaire et l'évolution, bien sûr, il faut surveiller ces patients. Les circonstances de découverte, donc d'une élévation de transaminase, vous avez toujours une atteinte hépatique en général, soit c'est une activation d'une hépatite chronique,
soit c'est la découverte aiguë d'une hépatite qui va être chronique, soit une découverte fortuite, ce qui est quand même retrouvé dans pas mal de cas. Donc la découverte fortuite, et à ce moment-là, il faudra s'enquérir par rapport au terrain familial. Est-ce qu'on a une hémochromatose sous-jacente, l'auto-immunité, les hépatites virales, que ça soit dans la famille ou bien s'il y a des circonstances ou des conditions à risque d'hépatite virale, le terrain personnel, donc prise de toxiques, l'auto-immunité, la cirrhose, et puis bien sûr la clinique. La clinique, elle est capitale. Donc même si on est parti aujourd'hui pour parler d'un bilan biologique, il ne faut jamais oublier que derrière, vous avez, ou devant, vous avez un malade, et donc il y a un interrogatoire, il y a un examen clinique, donc on doit regarder l'ictère, cette intensité de l'ictère, l'évolution, comment il est apparu, la faiblesse musculaire, hépatosplénomégalie, si ça existe ou pas, la décompensation, le sepsis, et donc toute maladie sous-jacente afin d'essayer d'étayer ou d'avoir une orientation diagnostique. Alors là, c'est l'organigramme qu'on a choisi et qui est sur le book du congrès. Et donc, on va essayer de l'étudier ensemble. Donc, quand on a une élévation de transaminase, donc je vais commencer par les halates qui sont augmentés mais inférieurs à 10 fois la normale de manière aiguë, c'est-à-dire je viens de les découvrir. À ce moment-là, je vais penser à quoi? Je vais penser aux hépatites virales en général, hépatite virale aiguë, donc notamment la A, B ou C. Toujours la cause toxique, donc je vais chercher est-ce que l'enfant a reçu des paracétamol ou autres médicaments toxiques pour le foie, et bien sûr faire mon contrôle à distance, c'est-à-dire vers 3 mois, vers 6 mois, pour voir est-ce que j'aurai cette persistance ou pas. Au cas où je n'ai pas de persistance, tout s'est bien passé, c'est bon. Si j'ai une persistance, à ce moment-là, je serai dans la phase suivante qui est l'augmentation des halates de manière modérée, mais de manière chronique quand même. Et là, bien sûr, je vais compléter mon bilan par un bilan hépatique, d'accord, avec la recherche de défaillance hépatocellulaire, donc le TP, l'albumine, la ferritine, les enzymes musculaires, enzymes pancréatiques, et faire une échographie. Et au décours de ces examens, j'ai des situations. Donc, première situation que j'aurai, c'est la plus facile, c'est-à-dire que j'ai une augmentation chronique maintenant des halates, mais bien sûr avec des CPK qui sont élevés. Là, je suis dans une pathologie musculaire. Je vais doser les aldolases, regarder ce n'est pas des macros, halates, etc. Deuxième situation, c'est lorsque vous avez des augmentations de l'halate de manière chronique, modérée, donc isolée. À ce moment-là, j'ai toute cette pathologie que je vais voir par la suite, parce que là, on va passer vers la chronicité. Vous avez là une stéatose chronique avec une stéatose hépatique à l'échographie. J'ai deux situations en général, ou deux groupes de situations. Première situation, c'est dans le cadre de foie métabolique, et à ce moment-là, vous avez soit la glycogénose, et bien sûr, là, c'est des situations cliniques qu'on connaît en pédiatrie. C'est le bébé qui fait des hypoglycémies, qui est joufflu, qui a un gros foie, etc. Donc, le bilan, on sait très bien comment le gérer. L'intolérance héréditaire au fructose, ou bien les déficits en ornithine, carbamyl, transférase. Vous avez également des situations d'obésité, des situations de maladies de système telles que la périarthrite noueuse, le style ou bien le lupus, ou des maladies métaboliques telles que le Gaucher, le Niemann-Pick, ou les autres décompensations, ou bien l'antécédent de nutrition parentérale. Donc, autre situation, donc on a vu la première, deuxième, troisième. Là, j'ai une cholestase avec des gamma-GT élevés et j'ai des anomalies au niveau de l'échographie. À ce moment-là, soit vous avez des anomalies au niveau du canal ou du centre, on va dire, bilio-pancréatique. Et là, bien sûr, c'est l'élévation des lipases. On est donc sur le cadre des pancréatites. Ou bien, c'est au niveau du hile hépatique, donc c'est les lithiases, les cholangite sclérosotes, ou bien dans le cadre d'un syndrome d'Alagille. Donc là, c'est la deuxième situation qu'on a vue, où vous avez des halates qui sont augmentés
de manière chronique, mais de manière modérée. Et donc là, vous avez vu le bilan qu'on doit faire et puis les orientations diagnostiques de chacune. Là, la troisième situation, c'est lorsque j'ai des transaminases qui sont élevées, et ces transaminases, ils sont élevés de manière importante, c'est-à-dire supérieure à 10 fois la valeur normale par rapport au laboratoire, et que c'est de manière chronique. Et dans ce cadre-là, donc je vais compléter le bilan de tout à l'heure. Je vais le compléter parce que là, il y a toujours, je dois rechercher la défaillance hépatocellulaire. Donc, j'ai toujours mon bilan hépatique, le bilan d'insuffisance hépatocellulaire. Je complète mes virologies si c'est pas déjà fait. Je fais également la ferritine, FSH, etc. Je peux pousser, selon les résultats que j'ai, je pousserai les investigations vers l'électrophorèse des protéines, les anticorps, donc aussi bien antimusculis, antinoyaux, LK, mitochondries, faire le bilan de cuivre, d'accord, la celluloplasmine cuivre de 24 heures, le fibroscan. Et lorsque j'ai lorsque j'ai des perturbations, c'est ce que veut dire le oui. Donc, quand j'ai des perturbations, bien sûr, il faut à chaque fois savoir référer vers la consultation de spécialité afin qu'on fasse des investigations beaucoup plus dirigées et des fois même, on arrive jusqu'à la biopsie hépatique. Alors, dans ces situations-là, vous avez tout d'abord l'hépatite virale A, d'accord? Donc l'hépatite virale A qui peut évoluer vers la chronicité. Donc ce sont des sujets immunocompétents en général, avec un ictère dans 20 à 60% des cas. Et il faut savoir qu'il y a quand même des cas de fulminance, Donc des cas de fulminance dans 10 à 15% des cas. Et là, bien sûr, le diagnostic, on le connaît tous, c'est l'augmentation des transaminases qu'on va suivre avec la sérologie IgM et bien sûr, l'évolution qui va être plus ou moins lente, mais on y arrive. Là, dans les hépatites virales autres, vous avez des sujets non immunocompétents ou chez le nouveau-né petit nourrisson, donc c'est l'Epstein-Barr, c'est le CMV ou l'herpès. Et là, donc, on peut avoir des tableaux d'hépatite fébrile avec des syndromes mononucléosiques. Là aussi, donc, vous avez des transaminases élevées, vous avez un ictère fébrile et il faut compléter par les sérologies dans ce contexte-là. On a les hépatites médicamenteuses. Donc, les quelques éléments qui peuvent nous orienter vers l'hépatite médicamenteuse, c'est la chronologie des prises médicamenteuses, donc, avec l'apparition de l'élévation des transaminases. Des fois, donc, quand on a la chance d'avoir en plus ou de mettre la main sur les manifestations d'hypersensibilité telles que l'éruption cutanée, l'hyperéosinophilie, ou dans certains cas, le tableau est beaucoup plus sévère, donc on peut avoir des tableaux aigus de pseudo-angiocolite avec ictère. Donc, mais il faut toujours savoir penser à ce type de pathologie. On est toujours dans le même cadre, donc des alates qui sont élevées de manière sévère et chronique. Et donc là, c'est l'hépatite auto-immune. L'hépatite auto-immune, c'est une entité à laquelle on doit toujours penser devant une élévation de transaminase qui dure plus de 6 mois et même au début d'ailleurs. Et donc, on doit suivre. L'électrophorèse des protéines va vous montrer un pic de gamma-globulinémie. Les anticorps, donc, positifs selon le type de l'auto-immune, de l'hépatite que vous avez. Et bien sûr, il faut savoir diagnostiquer, savoir penser d'abord à ce type de pathologie pour pouvoir le diagnostiquer parce que c'est une pathologie qui est traitable. Et en général, on cherche toujours les pathologies qui vont nous orienter vers une prise en charge curatif. Donc, de manière fortuite, on peut découvrir une hépatite auto-immune, soit au décours d'une hépatite virale, par exemple A. Donc, on a eu quelques cas comme ça. Donc, dans le suivi, le malade ne s'améliore pas. Il faut penser là aussi à faire les dosages de l'auto-immunité pour asseoir votre diagnostic, ou bien associer à une autre pathologie auto-immune, type diabète, par exemple, qui ne s'équilibre pas correctement, une thyroïdite d'Hashimoto ou autre. Et puis, vous avez la maladie de Wilson. Donc, la maladie de Wilson, depuis le temps, on en parle toujours, on n'arrête pas d'en parler, et il faut continuer à en parler parce que c'est une hépatopathie qui est traitable là aussi, d'accord? Et donc, quand vous pouvez avoir une élévation isolée des transaminases de manière persistante pendant très longtemps, ou bien une hépatomégalie asymptomatique, donc il faut pas lâcher le morceau, il faut essayer de voir lorsqu'il s'agit d'un enfant de plus de 5 ans, avec des tableaux très variés,
même si vous avez une hépatite fulminante, donc pensez à la maladie de Wilson et essayez de faire le bilan, d'accord? Donc pour asseoir le diagnostic, c'est-à-dire le dosage de la céruloplasmine, de la cupruri. Et puis, dans les cas évolués, vous pouvez avoir une tubulopathie associée, une atteinte neurologique et même un anneau au niveau de l'examen oculaire, ophtalmo. Alors donc là, j'ai fait le tour de l'organigramme et pour vous dire qu'une fois que vous avez cette élévation de transaminase, vous avez fait le diagnostic, donc on évalue toujours le risque de dégradation de la fonction hépatique, on l'évalue donc par le retentissement hépatique lui-même, donc à la recherche d'une insuffisance hépatocellulaire, rechercher est-ce qu'il y a une urgence actuelle, donc je n'aime pas le terme, mais on ne laisse pas traîner l'enfant, donc en se disant, je vais voir dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, d'accord? Donc il faut savoir diagnostiquer l'urgence et référer le malade, chercher si vous avez un terrain éventuel comme une présence d'une cirrhose sous-jacente ou des comorbidités, toujours évaluer le TP et le facteur 5 et bien sûr lorsque vous avez détecté une hépatite toxique, regardez la demi-vie des toxiques que vous avez. Puisqu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité des transaminases et le pronostic, il faut savoir surveiller les transaminases et le TP jusqu'à leur normalisation, d'accord? Donc souvent, on reçoit des malades qui ont eu 15 à 16 transaminases et qui n'ont jamais eu de bilan hépatique concernant l'insuffisance hépatocellulaire. Et ils arrivent dans des cas extrêmes. Donc il faut toujours corréler les deux dans la surveillance au-delà de 6 mois. Je pense que c'est la dernière. Je vous remercie.